Les pas de jambes de fer résonnent sur les pavés. Mais ce n'est pas le son d'une marche de victoire. C'est le claquement d'une prothèse. Des archéologues ont découvert dans la petite ville italienne de Capoue une jambe de fer, conçue non pas pour l'ornement, mais pour permettre de se tenir à nouveau sur terre après la bataille. Que de douleur dans chaque impact de ses pas. Et qui a forgé pour le soldat une nouvelle vie en lieu et place du membre perdu? Les historiens ont écrit « Les vétérans des légions romaines rentraient souvent chez eux mutilés ». Polybe notait que les guerriers perdaient souvent des bras ou des jambes au combat, surtout lors des affrontements rapprochés avec des épées et des lances. Mais chose étonnante, ces personnes n'étaient pas abandonnées. Dès le 1er siècle avant notre ère, l'État a commencé à allouer des compensations aux légionnaires estropiés, et les artisans créaient pour eux les premières prothèses, fabriquées en métal et en bois. C'est ainsi qu'est apparu le terme « prothésis », du grec « ajout ». Il ne signifiait pas qu'un simple morceau de fer, mais un retour à la vie. Ces prothèses primitives ressemblaient à des sculptures mécaniques, des doigts de bronze, des charnières reliées par des courroies et des noyaux en bois pour amortir l'impact lors de la marche. Le poids d'une telle jambe pouvait atteindre 3 kg, presque comme un casque de combat moderne. Imaginez cette image. Un légionnaire, ayant perdu une jambe lors de la guerre des Gaules, se tenant sur la pierre brûlante du forum, le soleil se reflétant sur le métal poli et chacun de ses pas retentissant comme un défi au destin. Il marche à nouveau, même lentement, même avec douleur, mais il marche. Sa jambe de fer ne soutient pas seulement son corps, elle se transforme en un symbole de volonté. Selon les inscriptions romaines, les soldats estropiés pouvaient recevoir une parcelle de terre ou une pension, les praemia militiae. Mais tous ne se contentaient pas du repos. Beaucoup, malgré leur mutilation, retournaient au service, à l'arrière, au poste de garde ou à l'administration mécan. L'une des inscriptions découvertes dans la province britannique mentionne un guerrier qui, après son amputation, servait comme scribe. Il ne pouvait pas combattre avec une épée. En revanche, il rédigeait des rapports pour toute une légion. Des archéologues ont découvert les vestiges de plusieurs membres métalliques. Mais c'est la découverte de Capoue, la jambe de Capoue comme on l'appelle, qui est devenue le symbole de l'ingénierie romaine antique. Elle est datée d'environ le 1er siècle avant notre ère et a été découverte dans la tombe d'un homme d'âge mûr. Par sa taille et sa forme, il est clair. La jambe a été fabriquée sur mesure, pour une personne spécifique. Le métal était superposé sur une base en bois et fixé par des courroies de cuir, un système primitif, mais étonnamment précis. C'était une époque où le métal pouvait être froid, mais l'humanité ardente, où l'ingénierie servait non pas l'arme, mais l'espoir. Et si de nos jours une prothèse est une affaire de technique, pour les Romains c'était une question d'honneur, car un guerrier ayant perdu un membre au combat pour Rome ne devait pas devenir ni mendiant, ni invalide, ni oublié. Et pourtant, une question se pose. D'où dans une société où la force et la perfection du corps étaient valorisées, est venue la volonté d'aider les mutilés? Qu'est-ce qui a poussé Rome à reconnaître la valeur de ceux qui ne pouvaient plus combattre, mais qui pouvaient encore faire partie de l'Empire? Tout a commencé avec une guerre qui a changé la compréhension même du corps et du devoir. Après la Deuxième Guerre punique, au milieu du IIe siècle avant notre ère, Rome fut confrontée à un nouveau type de perte. Non pas la mort, mais des blessures mutilantes. Polybée écrivait qu'après les batailles de Cannes et de Zama, des milliers de guerriers étaient restés sans bras, sans jambes et sans yeux. Ces hommes ne pouvaient plus se tenir en rang, mais dans leur poitrine battait toujours le cœur d'un légionnaire. Et l'État ne pouvait pas permettre que de tels cœurs pourrissent dans la misère. Les Romains ont créé un système particulier de soutien aux vétérans, les colonia veteranorum, des colonies pour anciens guerriers. Là, ils recevaient des terres, une maison et le droit de vivre sans mendicité. Mais pour ceux qui avaient perdu des membres, cela ne suffisait pas. Comme le rappelait Tite-Live, les vétérans ayant subi de graves blessures ne réclamaient pas la pitié, mais la possibilité de travailler. C'est alors que les forgerons et les artisans ont commencé à inventer ce que nous appelons aujourd'hui l'ingénierie médicale. L'image d'un de ces maîtres est conservée sur un bas-relief d'Ostie. Un homme en courte tunique, tenant un marteau et une scie à métaux, travaille sur une pièce métallique ressemblant à une articulation. Ces maîtres étaient appelés fabri, des ingénieurs et artisans capables de réparer non seulement les catapultes, mais aussi l'homme. Ils n'avaient pas de formation médicale au sens moderne, mais possédaient ce que les Romains appelaient ars, un art né de l'expérience et de l'observation. On peut presque entendre comment dans l'atelier, ça sent le charbon et l'huile, comment les étincelles volent de l'enclume, et derrière le mur quelqu'un essaie une nouvelle jambe, marchant prudemment sur la pierre. Dans ce son, la transition du guerrier au maître, de la guerre à la vie.
Chaque coup de marteau, ce n'est pas seulement le son du métal, c'est le rythme de la Renaissance. L'un des exemples les plus connus est une prothèse de main, découverte dans une tombe à Altheim, dans la province germanique. Elle appartenait probablement à un vétéran des troupes auxiliaires ayant servi sous Auguste. Les archéologues ont établi que la construction comprenait une enveloppe de bronze, des courroies de cuir et une charnière permettant de plier les doigts. Ce n'est plus une béquille grossière, c'est un mécanisme conçu avec une précision d'ingénierie. Un tel dispositif aurait pu coûter cher, selon les estimations des historiens, l'équivalent du salaire mensuel d'un centurion. Mais les vétérans, bénéficiant du soutien de l'État, pouvaient se le permettre. Pour Rome, ce n'était pas de la charité, mais un investissement, car chaque vétéran rétabli restait un exemple pour les nouvelles recrues. L'Empire n'abandonne pas les siens. Les Romains voyaient le corps comme une partie de la machine d'État. Comme l'écrivait Cicéron, le service de la patrie exige tous les membres du corps, et si l'un est perdu, l'honneur exige de le remplacer par l'art. C'est ici que naît le concept que l'on peut appeler la première médecine militaire. Dans les camps, à côté des forges, opéraient des guérisseurs, les Medici. C'étaient des médecins professionnels attachés aux légions. Ils ne se contentaient pas de panser les plaies, mais conseillaient également les artisans créant des prothèses, leur indiquant comment répartir la charge pour que la personne puisse marcher. Le terme « médicus » ne désignait pas un chirurgien au sens où nous l'entendons. C'était un médecin généraliste. Il savait suturer, cautériser les plaies et même amputer des membres. Dans le traité de Cels de Medicina, il est décrit en détail comment de telles opérations étaient effectuées. Cels conseillait d'amputer à une distance d'au moins 2 doigts du tissu sain, afin de pouvoir appliquer un lambeau de peau et d'y fixer plus tard une jambe artificielle. Près de 2000 ans plus tard, les archéologues retrouvent des traces de ces interventions, des coupes osseuses nettes, des marques d'instruments en bronze. Ce sont des preuves que la chirurgie romaine n'était pas de la barbarie, mais un système. Chaque étape y avait un sens. Et maintenant, imaginez, un légionnaire qui hier gisait à l'infirmerie fait aujourd'hui ses premiers pas sur une jambe de bois. Son corps tremble de douleur, la sueur goutte sur le sol, mais il marche. Ses frères d'armes se tiennent en rang et observent en silence. Ils ne le plaignent pas. Ils envient son courage. Parce qu'il a prouvé, même en perdant la chair, on peut rester un soldat. Cette idée deviendra le fondement de l'identité romaine, la foi en la force de la volonté sur le corps. Mais une autre épreuve attendait ces hommes de fer. Il leur fallait non seulement se tenir debout, mais combattre à nouveau. Et alors le métal est devenu une partie de la guerre. La première chose qu'entendait un vétéran de retour au combat avec une jambe de fer, ce n'était pas des applaudissements, mais le roulement du tambour. Le rythme de la marche qui exigeait de se caler sur le pas. Mais son pas sonnait différemment. Un coup, le cuir, l'autre, le métal. Ce son le trahissait, le rendait étranger parmi les siens. Et pourtant, dans l'armée romaine, le mot invalide n'existait pas, seulement miles, guerrier. Si tu pouvais tenir le rang, cela signifiait que tu étais vivant. Les historiens notent qu'au 1er siècle de notre ère, des vétérans équipés de prothèses commencèrent à apparaître dans certaines légions, accomplissant des tâches en dehors de la ligne de front. Ils étaient affectés à la garde des entrepôts, au centre de commandement, au service de communication. Pline l'Ancien écrivait que ces hommes faisaient souvent preuve d'autant de courage que les soldats de combat, car ils combattaient non par leur corps, mais par leur volonté. Leur exemple était utilisé pour éduquer les jeunes recrues, afin de montrer que la peur n'est pas une jambe coupée, mais une détermination perdue. Les membres métalliques devinrent une partie de la nouvelle culture militaire. Contrairement au monde moderne, où une blessure signifie la fin d'une carrière, à Rome, elle se transformait en preuve de bravoure. De là est née l'expression « cicatrix gloriae », la cicatrice de la gloire. La perte d'un bras ou d'une jambe pouvait même élever le statut d'un vétéran, s'il avait survécu au combat en défendant l'étendard de la Légion. Les ingénieurs et les médecins commencèrent à perfectionner les constructions. Les forgerons commencèrent à utiliser le bronze au lieu du fer pur. Il était plus léger et ne rouillait pas. Des rondelles de cuir étaient insérées dans les charnières pour réduire le frottement. Parfois, les artisans intégraient aux prothèses des doigts mobiles actionnés par des tirants en cuir. Tout cela était créé à la main, pour une personne spécifique. Chaque jambe, chaque main, comme une œuvre d'art. Dans ces détails, l'ingénierie romaine se manifestait autant que dans la construction des aqueducs, car les principes sont les mêmes: équilibre, charge, élasticité. Les découvertes archéologiques de Pompéi montrent des ateliers où, à côté de statues de bronze, se trouvaient des ébauches d'articulations humaines. Ce n'était pas un voisin fortuit,
Sculpteurs et forgerons utilisaient les mêmes méthodes pour recréer des formes idéales. Le terme qui décrit précisément ce phénomène est opus. À Rome, il désignait toute grande création, un temple, une fresque ou une arme. Mais quand le forgeron forgeait une jambe pour un vétéran, il créait aussi un opus, un travail où le métal et le destin se rejoignaient. Ce n'était pas seulement un artisanat, mais un service. Les Romains croyaient que le corps est le temple de l'esprit, et si le temple est endommagé, il doit être restauré. C'est ainsi que se forma la philosophie stoicorum, la résilience face à la souffrance. Les stoïciens enseignaient que la douleur est une épreuve, non une condamnation. Sénèque écrivait que la bravoure se manifeste non pas en ne souffrant pas, mais en souffrant dignement. Et les guerriers avec des prothèses devenaient des exemples vivants de cette philosophie. Sur le champ de bataille, ils ne portaient pas toujours d'armes, mais leur présence avait de l'importance. Un vétéran avec un bras de bronze pouvait inspirer toute une cohorte. Quand il s'avançait vers le rang, le soleil se reflétait sur le métal, et les jeunes soldats voyaient en lui non pas une mutilation, mais la lumière de l'honneur. Cet éclat remplaçait les mots. Les preuves archéologiques montrent que certaines prothèses étaient ornées de gravures, motifs, lettres, symboles des légions. C'était peut-être une façon de rendre son individualité au corps, de faire du métal une partie de soi. Dans un fragment découvert, on distingue le mot latin spes, espoir. Le métal sur lequel ce mot était gravé conservait plus que la chair, il conservait le sens. De nombreux historiens débattent de l'ampleur de ce phénomène. Certains estiment que les prothèses étaient rares et le privilège des vétérans riches. D'autres, s'appuyant sur des inscriptions épigraphiques et des inventaires, affirment que dès Auguste, il existait des ateliers militaires où de tels dispositifs étaient créés pour les blessés. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Les guerriers nobles avaient des constructions complexes, les simples avaient des béquilles en bois recouvertes de cuir. Mais l'idée était la même. Même après la perte du corps, l'homme restait une partie de l'armée. À l'époque de Trajan, au début du IIe siècle, la médecine romaine connut un essor particulier. Des hôpitaux de campagne apparurent, les valletudinaria. Ces infirmeries de camp disposaient de locaux séparés pour les traitements de longue durée. Là, les médecins et les fabris travaillaient ensemble, créant de nouveaux membres pour les vétérans. C'était une fabrique de renaissance, où le métal se transformait en prolongement de la chair. C'est ainsi que naquit la légende des hommes de fer, ceux qui avaient survécu à l'épée, mais ne s'étaient pas soumis. Et bien que leurs histoires aient rarement figuré dans les annales, leur pas résonnait dans chaque camp. Leur claquement sur la pierre rappelait aux jeunes soldats « la douleur passe, mais l'honneur demeure ». Mais tout allait changer lorsque l'Empire serait confronté à un nouveau type de guerre. Une guerre où les blessures cesseraient d'être un symbole de vaillance et deviendraient la preuve de l'impitoyabilité du système lui-même. Lorsque Rome entra dans l'ère des guerres frontalières incessantes, le métal sur les corps des vétérans ne fut plus seulement un symbole de force, il se transforma en signe de l'épuisement de l'Empire. Le IIIe siècle de notre ère apporta de nouvelles guerres, non pas pour la gloire, mais pour la survie. Les provinces du Nord brûlaient, les légions combattaient les Germains et les Sarmates, et les médecins militaires manquaient même pour les pansements. Tacite écrivait que dans certains camps, des dizaines de guerriers gisaient sans jambes ni bras, mais personne n'osait se plaindre. La guerre n'attendait pas que l'homme se rétablisse, elle continuait tout simplement. Néanmoins, même en ce siècle sombre, l'ingénierie romaine ne disparut pas. Dans les camps du Danube et du Rhin, les archéologues retrouvent des fragments de prothèses, des agrafes de bronze, des fragments de courroies, des anneaux de connexion. Tout cela témoigne de l'existence d'ateliers permanents auprès des garnisons. Là, forgerons et médecins travaillaient côte à côte, créant de nouveaux membres pour ceux qui revenaient du front. Ces hommes avaient un nom commun, les restituti, les restaurés. L'un des termes apparus à cette période, l'orica humana. C'est ainsi qu'étaient appelés les dispositifs renforçant le corps du guerrier après les blessures. Des bandes de bronze fixaient la colonne vertébrale, des cadres de fer remplaçaient les os fémoraux. Ce n'était plus une simple prothèse, c'était un exosquelette de son temps, peut-être grossier et lourd, mais permettant à l'homme de bouger, de se tenir debout, de servir. L'image de ces années-là, ce n'est pas l'éclat des forums, mais l'odeur du métal et de la sueur. Dans le silence des hôpitaux, on entend le grincement des courroies, le crissement de la scie, le bruit sourd lorsque les médecins appliquent une nouvelle pièce sur l'os. La miséricorde romaine était de fer, comme l'Empire lui-même. Elle ne caressait pas, elle exigeait d'endurer. Mais c'est précisément ce qui a rendu les Romains invincibles si longtemps. La perte d'un membre n'était pas considérée comme une fin. Si un homme pouvait tenir une lance d'une main ou se tenir sur une jambe, il était toujours un soldat.
Les commandants comme Septime Sévère encourageaient de tels vétérans. Ils devenaient instructeurs dans les camps d'entraînement, symbole d'inflexibilité. On leur confiait parfois la garde des étendards, les insignes des légions. C'était la forme la plus élevée de confiance. Les historiens notent, à cette époque, la médecine ne pouvait plus faire face sans un soutien systémique. Les premières formes de prothèses militaires sont apparues. Dans certaines provinces, comme en Pannonie, l'État finançait même des forges spéciales. Sur les dalles découvertes, on trouve des inscriptions telles que « Officina Medica », atelier médical. Là où l'on réparait autrefois les catapultes, on restaurait désormais des hommes. Cependant, tous n'y voyaient pas de l'héroïsme. Les sénateurs se plaignaient que les vétérans mutilés rappelaient le coût excessif de la guerre. Selon Dion Cassius, à Rome, on voyait de plus en plus de gens dont les corps étaient liés par le bronze comme des statues, mais dont les yeux étaient vides. Cette phrase n'est pas une simple description, c'est un diagnostic de l'époque. L'Empire forgeait des prothèses plus vite qu'il ne forgeait des victoires. Et pourtant, même dans cette obscurité, l'idée romaine du devoir ne s'éteignait pas. Lorsque les blessés ne pouvaient plus retourner au combat, on leur confiait la garde des entrepôts, des casernes, des prisons. Certains recevaient le titre de custos, gardien. Ils étaient la dernière ligne de l'ordre dans un monde où tout s'effondrait. Et si leur pas résonnait lourdement, ce n'était pas le bruit du fer, mais l'écho de l'obstination. Dans la mémoire culturelle de ces années-là, une attitude particulière envers le corps est apparue. Les maîtres commencèrent à représenter sur les mosaïques et les statues des guerriers avec des membres métalliques. Ce n'étaient pas de misérables estropiés, mais des héros, égaux aux dieux. L'une de ces mosaïques fut trouvée à Antioche. Un homme en armure s'appuyant sur une jambe de bronze à côté de lui, un casque et une lance. Son regard est dirigé vers le haut, comme s'il était prêt pour une nouvelle bataille. Cette image est un manifeste de la foi en l'invincibilité de l'esprit humain. À cette même époque, le terme « virtus », signifiant vaillance, prit une nouvelle résonance. Désormais, la vaillance n'est pas seulement la victoire, mais aussi la capacité à se relever après une défaite. Comme l'écrivait l'historien Aelius Aristide, le corps peut être blessé, mais la volonté, non. Les découvertes archéologiques confirment. Les Romains commencèrent même à utiliser des inserts en plomb dans les articulations pour renforcer la mobilité. Certains médecins modernes comparent ces découvertes aux prototypes d'implants orthopédiques. Ce fut un siècle de douleur, mais aussi un siècle de découvertes. Et quand l'Empire commença à perdre des territoires, quand les légions reculèrent et que les villes se vidèrent, sur les routes marchaient encore des hommes aux bras de fer et aux jambes de bronze. Leur démarche résonnait sourdement, mais avec assurance. Ils ne portaient pas d'étendard, ils portaient la mémoire. La mémoire d'un temps où l'homme, ayant perdu la chair, ne perdait pas son sens. Mais une dernière transformation attendait Rome. Quand les épées se tairaient et que les forges s'éteindraient, la question resterait « à quoi bon tout cela? Pour l'honneur? Pour le devoir? Ou pour la foi en ce que l'homme est capable de devenir plus que son corps ?» Le IVe siècle de notre ère fut un temps où Rome, comme si elle se regardait dans un miroir, vit non seulement le fer, mais aussi les cicatrices. L'Empire tenait encore, mais son cœur battait plus faiblement. Les légions ne marchaient plus, mais traînaient, comme des ombres. Les vétérans aux membres métalliques remplissaient désormais les rues des villes, devenant des chroniques vivantes des guerres. On les appelait les mutilati, les mutilés. Mais ce mot ne sonnait pas comme une insulte, mais comme un titre. Il rappelait « le prix de la grandeur est toujours payé par la chair ». Pendant cette période, sur les arènes du forum, dans les basiliques et même dans les temples, apparaissaient des statues de guerriers aux bras et aux jambes de bronze. Certaines étaient réalisées avec une précision anatomique. On voyait les articulations, les charnières, les traces de fixation par les courroies. Mais le plus important, l'expression des visages. Ce n'est pas la souffrance, mais la sérénité. Les stoïciens de l'époque de Constantin écrivaient « Celui qui a perdu une partie de son corps par devoir n'a rien perdu ». C'était une philosophie d'acceptation de la douleur comme partie du service. Cependant, des changements se produisaient dans la structure même de l'État. L'armée devenait de moins en moins civile, de plus en plus mercenaire. L'État ne pouvait plus se permettre de généreuses pensions et d'ateliers pour chaque mutilé. Alors apparurent des confréries de vétérans, des communautés autonomes où les vieux soldats s'entraidaient. Là, on partageait non seulement le pain, mais aussi le métier. Les forgerons enseignaient aux jeunes à fabriquer des prothèses. Les médecins transmettaient leurs connaissances sur les pansements et les amputations. Le terme décrivant ce processus est collégium. C'étaient des associations, semblables à des guildes.
Certaines d'entre elles se spécialisaient précisément dans l'aide aux vétérans. Les découvertes archéologiques d'Afrique et de Sicile mentionnent des dons pour des instrumenta ad corpus restituendum, des instruments pour restaurer le corps. Cela signifie que même en période de déclin, Rome conservait l'idée « l'homme est digne d'être entier, même si son corps est brisé ». Dans les ateliers, on utilisait tout ce qui était à portée de main. Bronze, fer, étain, bois, cuir, parfois même des os d'animaux. Les prothèses devenaient plus simples, plus rudimentaires, mais ne disparaissaient pas. Un exemplaire trouvé à Narbonne, une jambe de bois renforcée d'un anneau de fer avec des trous pour les sangles, son poids environ 2 kg. Inconfortable, mais permettant de marcher. À une époque où l'Empire s'effondrait, même une telle possibilité, marcher, était un luxe. L'un des artefacts archéologiques les plus émouvants de ces années-là, une inscription sur la tombe d'un vétéran à Arles, il se tenait debout quand les autres tombaient. Ni nom, ni titre, seulement cette phrase. Peut-être appartenait-elle à un homme qui se tenait sur une jambe métallique. Cette simple inscription est devenue l'épitaphe de toute une génération. Le christianisme qui se renforçait à cette époque apporta une nouvelle compréhension de la souffrance. Désormais, la douleur physique n'était plus perçue comme une honte, mais comme une purification. Un guerrier blessé pouvait être plus proche de la sainteté qu'un patricien irréprochable. Sur les fresques des temples de la fin de l'Empire romain apparaissent des images de soldats aux bras et aux jambes bandés, symboles de courage et de sacrifice. Rome, fatiguée de la guerre, commença à vénérer non pas les vainqueurs, mais les survivants. Dans ce contexte, la prothèse cessa d'être une nécessité militaire pour devenir un acte de miséricorde. Dans les monastères qui surgissaient sur les ruines des anciennes casernes, les moines guérisseurs poursuivaient l'œuvre des médecins militaires. Ils utilisaient les anciens instruments, décrits encore par Cels, et fabriquaient de simples béquilles et supports pour les pauvres. Ainsi, le savoir ne mourut pas avec l'Empire, il changea simplement de forme. Progressivement, les légendes des hommes de fer se transformèrent en paraboles. Dans les chroniques du Ve siècle, on trouve des récits de vétérans dont les corps étaient partiellement de cuivre et partiellement de courage. Les historiens débattent de la part de métaphores, mais une chose est évidente. Dans la mémoire collective de Rome, le fer est devenu synonyme de la résilience humaine. Les dernières décennies de l'Empire furent une période de destruction du monde extérieur et de renforcement du monde intérieur. Les gens perdaient des villes, mais conservaient la capacité de se relever. La prothèse, même grossière, grinçante, mais la leur, devenait un symbole d'indépendance. Un vétéran en bras de fer ne demandait pas de pitié. Il forgeait simplement une nouvelle vie, comme il forgeait autrefois une épée. Lorsque Rome tomba en 476, il ne resta dans ses ruines non seulement des colonnes et du marbre, mais aussi des fragments d'articulation de bronze, des éclats de supports de fer. Les archéologues les trouvent encore aujourd'hui, témoins silencieux que l'Empire pouvait tout perdre, sauf la capacité de renaître. Et voici la question qui résonne à travers les siècles. Qu'est-ce qui animait ces gens? Qu'est-ce qui les poussait à se relever après que le destin leur ait enlevé non seulement la chair, mais aussi l'Empire? La réponse est encore à venir, dans ce qui restera de leur esprit, lorsque le métal refroidira et que la mémoire deviendra légende. Lorsque le monde romain disparut, le fer se refroidit, mais la mémoire ne s'éteignit pas. Au fil des siècles, les légendes de guerriers aux jambes de bronze et aux bras de fer ne devinrent pas de simples histoires d'artisanat. C'étaient des leçons d'humanité. Les archéologues, en explorant les anciennes nécropoles, retrouvent les vestiges de ces prothèses et y voient non pas des dispositifs techniques, mais un symbole, la preuve que l'homme a toujours cherché à dépasser sa propre fragilité. Pour le scientifique moderne, chaque morceau de bronze est une réponse à la question que se posaient les légionnaires il y a 2000 ans. Que signifie être humain si votre corps est brisé? Les Romains répondaient simplement, cela signifie continuer à marcher. Leurs jambes de fer ne les rendaient pas surhumains, elles leur redonnaient seulement la possibilité de se tenir debout. Mais se tenir debout, c'est vivre. C'est pourquoi leur héritage n'a pas disparu. Les principes de répartition de la charge, les articulations à charnières, même l'idée d'équilibrage du poids, tout cela est devenu la base des prothèses modernes. Chaque pas sur l'asphalte, fait avec une jambe bionique, résonne en écho sur les pavés de l'ancienne Capoue. C'est de là, du claquement de fer sur la pierre, que commença l'histoire de la restauration de l'homme. Les philosophes disaient « corpus perit, animus manet ». Le corps périt, l'esprit demeure. Et, peut-être, c'est le sens principal de toute l'idée romaine, car les bras de fer et les jambes de bronze n'étaient pas un ornement de guerre, mais un défi à la mort. Maintenant, connaissant cette histoire, il convient de se demander
Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Un corps intact ou une volonté inébranlable? Nous vivons dans un monde où la technologie a rendu la possibilité de marcher à ceux qui ne le pouvaient pas, mais l'idée même de la lutte est restée la même. L'homme de Capoue, qui marchait sur sa jambe de fer sur les cendres de l'Empire, et l'homme d'aujourd'hui, faisant son premier pas après une amputation, c'est la même personne, séparée non par le temps, mais par le matériau. Et quand le métal résonne sous les pas, il rappelle, la véritable force n'est pas dans le bronze ni dans l'acier. Elle est dans le cœur qui continue d'avancer, même quand la terre tremble sous lui.